Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Graining. Ce week-end a eu lieu la 5e manche du championnat du monde 2021 de Formule 1, à savoir le Grand Prix de Monaco, ou Grand Prix de la Principauté. Appelez-le comme vous voulez, on parle de la même chose. Absent du calendrier l'année dernière en 2020, alors en pleine pandémie de Covid-19, le Grand Prix de Monaco était de retour cette année. C'était une course en somme et pour toutes assez ennuyante comme la plupart des Grands Prix de Monaco, mais ça n'empêche que au niveau du championnat, que ce soit pilote ou constructeur, il y a eu un chamboulement de la hiérarchie, et puis même au niveau des qualifications, et mine de rien, même pendant la course, il y a eu quelques petits faits qui méritent d'être soulignés. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec un résumé des qualifications. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier point de ces qualifications, c'est sans surprise la pole position de Charles Leclerc, un pilote monégasque en pole en Formule 1 à Monaco. Ce n'est pas tous les ans que ça arrive, et bien cette année c'était le cas. Charles Leclerc qui nous a sorti un tour sensationnel dans sa Ferrari. Ferrari qui était à l'aise d'ailleurs en essai libre, on ne les attendait pas aussi haut pour les qualifications. Justement d'ailleurs Monaco c'est un circuit où il n'y a pas que le moteur qui compte, il y a également le châssis et surtout le talent des pilotes et la capacité de ceux-ci à repousser les limites de la piste. Et donc Charles Leclerc nous a impressionnés, littéralement il nous a scotché. Malheureusement ça s'est gâté lors de sa deuxième tentative de Q3 où en repoussant peut-être un peu trop les limites, il a commis une erreur. Il a tapé la barrière et a fini dans le rail au niveau de la chicane de la piscine. Alors est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Personnellement je suis convaincu que non, on pourrait en douter. Mais cracher sa voiture, ça fait mal, surtout pour la suite des événements. Éventuellement, on la stationne, comme l'a fait Schumacher en 2006 ou Rosberg en 2015, mais on ne la crache pas parce que ça fait quand même des dégâts. Et il y avait d'autres façons de mettre un drapeau rouge dans cette séance de qualification, surtout que Verstappen était en train d'améliorer sur sa tentative, il était plus rapide que Leclerc dans le premier secteur. Donc peut-être que Verstappen aurait pu battre Leclerc, on ne le saura jamais, puisqu'il y a eu un drapeau rouge pour terminer cette session de qualification. Le deuxième point de ces qualifications, c'est le retrait d'Hamilton. Hamilton qui s'est qualifié en 7e place sur la grille. C'est quelque chose de très rare. Une Mercedes autant en retrait en qualification, alors que c'est quand même une des deux meilleures voitures du plateau cette année. Alors est-ce que c'est un problème de réglage de la voiture? Moi, je pense que c'est la piste à privilégier, parce que Lewis Hamilton, il connaît Monaco, c'est pas possible qu'il soit aussi peu performant. Ça s'est pas amélioré par la suite pendant la course. Et puis voilà, c'est important de le rappeler, Monaco c'est un circuit mythique, c'est un circuit légendaire, et c'est le circuit où on veut absolument se qualifier le plus haut possible, parce que dépasser sur cette piste, ça relève de l'exploit, c'est brillant de pouvoir dépasser à Monaco, et encore plus en ce moment où les Formule 1 sont des véritables camions. Voilà, la largeur des voitures, c'est impressionnant. Et donc partir 7e lorsqu'on est en tête du championnat à ce moment-là, c'est un réel handicap, surtout lorsque la stratégie n'aide pas. J'en dis pas plus, on va en revenir pendant les faits de course. Donc Hamilton, c'était pas une bonne qualification du tout. Troisième point, et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé ni pendant les qualifications, ni au résultat de la course, mais en tout cas pour les qualifications, c'est la performance de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui est constant depuis le début de la saison. En qualification, il est monstrueux. Il s'est qualifié 6e, à savoir devant Lewis Hamilton, ce n'est pas rien. Il y a eu les troubles avec Leclerc, qui a un peu pénalisé les tentatives des pilotes en fin de Q3, mais ça n'empêche que sur le papier, Pierre Gasly s'est qualifié devant Lewis Hamilton, à seulement 4 dixièmes de Verstappen, et a battu Perez qui lui est parti 9e. Perez lui qui était à 1 seconde de Verstappen. Donc Pierre Gasly dans son AlphaTauri qui est capable de délivrer même à Monaco, je dirais même surtout à Monaco où on peut bonifier une voiture un peu moyenne, et ça a été le cas pour Pierre, donc bravo à lui, très belle performance en qualification. Le quatrième fait de ces qualifications, c'est la Q3 de Sebastian Vettel, sa première avec Aston Martin. Une 8e place sur la grille, c'est un excellent résultat pour le pilote allemand qui est un peu en retrait depuis le début de la saison pour des problèmes mécaniques, mais également pour son adaptation à sa nouvelle écurie. Donc rien à dire, très belle perf de Vettel qui bat Stroll au qualif, Stroll qui n'est parti que 13e, qui a échoué à passer en Q3. Donc voilà, belle perf pour l'Allemand, et on verra par la suite que ça s'est confirmé en course. Cinquième et dernier point de ces qualifications, ce sont les anciens qui sont en retrait. Fernando Alonso qui s'élance 17e, quasiment pris en sandwich entre les deux Williams. Kimi Räikkönen qui se fait battre une nouvelle fois par son jeune coéquipier Antonio Giovinazzi. Giovinazzi qui mène 4-1 dans l'exercice des qualifications cette année.
Donc voilà, Raikkonen qui part encore une fois un petit peu en retrait. Et enfin, Daniel Ricciardo, lui, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est le pire. Pourtant, c'est celui qui s'élance le plus haut à la 12e place avec McLaren. Mais ça fait mal quand on sait que McLaren était capable de faire du très très gros cette course-ci. Norris nous l'a confirmé, mais Norris lui s'est qualifié 5e. Donc voilà, encore une fois, Daniel Ricciardo qui peine à s'adapter à McLaren. Pourtant, Monaco, c'est son circuit, c'est là où il a gagné, c'est là où il est très très à l'aise en général. Et là, le voir en retrait, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Donc voilà, c'est tout pour les qualifications. On passe maintenant au fait de course. Le premier fait de course, c'est bien évidemment le non-départ de la Ferrari de Charles Leclerc. C'était une catastrophe. Certains disaient que c'était prévisible, mais en tant que Ferrari, après le crash de son pilote après la Q3 samedi, on aurait pu penser que tout allait bien. Ils ont inspecté la boîte de vitesse, apparemment tout semblait être en état, mais lors de son tour de reconnaissance pour aller sur la grille dimanche, Charles Leclerc s'est rendu compte qu'en fait ça n'allait pas du tout, et après inspection, après la course, eh bien Ferrari s'est rendu compte qu'en fait c'est le moyeu de l'arbre de transmission gauche de la voiture de Leclerc qui était brisé en fait suite à l'impact. On en déduit que c'est avec l'onde de choc, ça s'est répercuté à l'arrière. Si vous avez un problème de transmission, eh bien, votre boîte de vitesse a beau fonctionner, ça reste un peu compliqué pour avancer. Donc finalement Charles Leclerc n'a pas pris le départ de ce Grand Prix, au grand malheur de ses fans mais également de la communauté. Ferrari avait une voiture pour gagner, malheureusement ça s'est mal fini, et donc c'est dommage. On peut en vouloir à Ferrari, même si c'est une erreur du pilote, c'est à l'équipe de prendre en charge la voiture et de décider si oui ou non on apporte un changement. Changer la boîte de vitesse aurait permis sûrement de déceler le problème, mais malheureusement ça aurait entraîné une pénalité de 5 places sur la grille. Quand on sait que c'est important à Monaco, on peut comprendre, ça se défend, de ne pas vouloir toucher à un élément aussi important, mais quand on sait que ça peut entraîner le forfait pour la course, eh bien peut-être que ça aurait un peu plus pesé dans la balance. Leclerc défend son équipe là-dessus, est-ce qu'il en est convaincu ou est-ce que c'est de la communication? Je ne sais pas, mais en attendant il aurait préféré prendre le risque de partir en pôle avec ce problème mécanique que de changer et de partir derrière. Cet abandon profite à Carlos Sainz qui marque son premier podium pour Ferrari, premier podium du pilote espagnol chez les Rouges, qui monte sur la boîte, deuxième suite à un déboire qu'on va aborder par la suite. C'est bien pour lui, Sainz qui s'adapte de plus en plus à sa nouvelle monture, et c'est bien de le voir performer. Il se rapproche un petit peu plus encore du niveau de Leclerc, et donc il limite la casse pour Ferrari ce week-end. Ferrari ne repart pas les mains vides, mais effectivement il y avait une victoire à aller décrocher du côté de la Scuderia. Un peu d'amertume pour Charles, c'est sûr, même beaucoup d'amertume, mais le fair play l'a emporté, il a assisté au podium, et ça a été salué par son boss Mattia Binotto. Bel esprit d'équipe de la part du pilote monégasque, et puis voilà, il sait qu'il reviendra plus fort, mais en attendant, la poisse continue de le suivre, puisqu'il n'a pas fini de Grand Prix de Monaco depuis 2017. Il était en F2 à l'époque, et ensuite en Formule 1 ça s'est gâté, que ce soit des crashs ou des ennuis mécaniques, la course à domicile ne lui réussit pas. Voilà pour ce qui est du premier point, on passe maintenant au deuxième. Le deuxième fait de course, eh bien, c'est un week-end à oublier pour Mercedes. Alors Mercedes, je ne sais pas comment ils font, mais quand ça va mal sur toute la ligne. Que ce soit Hamilton ou Bottas, il n'y a rien qui allait. On commence par Valtteri Bottas qui a fait une bonne qualification, qualifié 3e, par 2e suite à l'abandon de Leclerc. Il reste au crochet de Verstappen, 2-3 secondes, suffisamment proche pour pouvoir être menaçant en cas d'arrêt au stand. Bottas qui mène une course propre, il n'est pas en retrait, il est vraiment au contact, et puis donc on l'arrête au 31e tour, changement de pneu, et là, boum, catastrophe. Son pneu avant droit reste coincé, écrou défectueux, le gunman a beau essayer avec plusieurs pistolets, l'écrou finit par être limé et la roue reste accrochée à la suspension. C'est une catastrophe, c'est quelque chose qui n'arrive pour ainsi dire jamais en Formule 1, en tout cas c'est la première fois que je vois ça, et il fallait que ça arrive à Bottas qui se battait pour la victoire. C'est quand même incroyable. Lewis Hamilton, lui, s'est arrêté 2 fois, pas eu de soucis. Mais Bottas, lui, eh bien ça a foiré. C'est tellement dommage. Ce pilote a la poisse, son coéquipier est à la peine pour une fois. Il a l'occasion de briller et éventuellement de s'imposer à Monaco. Et puis là, boum, le sort le rattrape. C'est très très dommage de la part de Bottas. Et puis voilà, c'est son deuxième abandon cette saison. Ça commence à faire beaucoup pour la lutte au titre.
Et donc, bon, on est encore tôt dans la saison, mais je pense que ça commence à devenir compliqué pour le Finlandais pour éventuellement décrocher le titre de champion du monde cette année. On passe maintenant à Lewis Hamilton, donc mauvaise qualification, par 7ème, par 6ème grâce à l'abandon de Leclerc, mais c'était une mauvaise course, très mauvaise stratégie, Mercedes qui l'arrête beaucoup trop tôt, alors que tous les pilotes de tête commençaient à avancer un peu pour pouvoir ressortir sans le trafic. Lewis Hamilton, ça n'a pas fonctionné, il se retrouve coincé derrière Pierre Gasly pendant toute la course, et le summum, c'est quand Sébastien Vettel les jump tous les deux à la sortie du stand. Sébastien Vettel qui prend la 5e place et Hamilton qui finit donc 7e. Il repart à sa position de départ. Il était furieux à la fin de la course. Un peu de tension quand même entre lui et Mercedes. Quand ça fonctionne, c'est cool, mais quand ça fonctionne pas, Hamilton sait le faire sentir. Et donc voilà. Course à oublier pour Mercedes. Ils reviendront plus fort, hein, mais ça n'empêche que ça fait tâche pour ce Grand Prix de Monaco. Le 3e fait de course, eh bien, c'est McLaren. Je vous cite le nom d'une écurie, c'est McLaren. Les déboires de Leclerc et de Bottas ont profité à Lando Norris. Lando Norris qui s'offre un 3e podium en Formule 1, son 2e cette saison avec une 3e place à Monaco. Lando Norris qui est sur un petit nuage. Il domine Ricciardo sur tous les points. Il a signé un nouveau contrat qui l'engage pendant plusieurs années avec McLaren avant le week-end de Monaco. Donc son avenir est garanti, les performances sont là. Et puis voilà quoi, enfin, Lando Norris qui fait tout parfaitement. Ça contraste avec les difficultés de Ricciardo qui lui n'était pas du tout dans le rythme. Ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait très mal au cœur de le voir se faire prendre un tour par Norris. Norris qui gentiment lui fait un signe de la main, mais Ricciardo c'est très très poussif, pourtant Monaco ce sont 7 R. Il a gagné en 2018 sous pression et en difficulté mécanique face à Sébastien Vettel. C'est un très bon pilote, mais la réalité c'est qu'il a du mal à s'adapter à sa McLaren. L'écurie est pour l'instant compréhensive, puisque 2021 n'est pas une énorme année pour McLaren, ils ne se battent pas pour le titre, mais il y a quand même Ferrari en contention, donc il va falloir rester à l'affût, il va falloir s'améliorer, parce que pour Daniel ça commence à être un petit peu long, on va dire, ça fait que 5 courses, mais quand même, l'adaptation est un petit peu pénible pour le pilote australien. Et puis, mention spéciale à la livrée de McLaren qui a utilisé des couleurs rétro pour ce Grand Prix de Monaco, avec la livrée Golf qu'on a retrouvée sur plusieurs voitures d'endurance. Donc très beau clin d'œil de la part de McLaren, la livrée est canon, malheureusement on ne la reverra pas sur la piste, c'était une livrée spéciale. Et donc voilà, McLaren, rien à dire, c'est top, surtout pour le championnat constructeur. Le 4e fait de course, c'est la stratégie impeccable d'Aston Martin. Aston Martin a assuré sur toute la ligne, que ce soit pour Vettel ou pour Stroll, puisqu'ils repartent de Monaco avec 14 points, c'est leur meilleur week-end depuis le début de la saison. Sébastien Vettel qui a bénéficié d'une superbe stratégie en s'arrêtant un petit peu plus tard que les autres, à savoir Hamilton et Gasly, ce qui lui a permis de ressortir devant eux à la 5e place. Ce sont donc les premiers points de Vettel avec sa nouvelle écurie. La joie était présente, comme en témoigne son message radio à la fin de la course. C'est super pour lui, il repart avec des gros points et une confiance assurée. De l'autre côté, on a Lance Stroll qui a également bénéficié d'une superbe stratégie. Lance Stroll qui, on rappelle, est parti 13e. Il est parti en pneus durs, donc il a fait un plus long relais que les autres pilotes en piste pour ressortir avec des pneus softs vers la fin de la course, ce qui lui a permis de passer de la 13e place à la 8e place. Donc doublé de points pour Aston Martin. Voilà, on rappelle quand même que la stratégie de Stroll a été aidée par le fait qu'il n'y ait pas eu de safety car, ce qui lui a permis de conserver ses gommes aussi longtemps que possible. Et grâce à son rythme et au fait qu'il n'y ait pas eu d'incident sur la piste, eh bien, ça lui a permis de ressortir devant ses concurrents. Donc Aston Martin a fait un super boulot, c'est leur meilleur week-end depuis le début de la saison et on leur souhaite le meilleur pour la suite. On continue sur cette lancée. 5e point, bien évidemment, c'est Red Bull. Red Bull qui sort en grande gagnante de ce Grand Prix de Monaco, tant pour ses deux pilotes, que ce soit Max Verstappen ou Sergio Perez. La performance était là et c'était très agréable à voir. Parce que finalement, avec le retrait de Leclerc, Verstappen a hérité de la pole position et avec l'abandon de Bottas au tour 31, eh bien, il a pu être inquiété de la course. Il a pu mener une stratégie tranquille, sans pression, un seul arrêt, bonne gestion des pneus, bonne gestion du carburant et au final il remporte cette victoire qui lui a été servie sur un plateau. Donc très belle performance pour lui. Si on regarde un petit peu les statistiques, il gagne ce Grand Prix à 23 ans, comme l'ont fait Sébastien Vettel et Lewis Hamilton avant lui.
On a donc une belle graine de champion en la personne de Max Verstappen et c'était très beau à voir. Donc victoire offerte à Red Bull, mais ça s'arrête pas là puisque Sergio Pérez a également hérité d'une très bonne stratégie, je trouve même meilleure que celle qu'Aston Martin a pu trouver pour Sébastien Vettel, puisqu'on le rappelle, le pilote mexicain est parti 9e, et bien en faisant un long overcut, c'est-à-dire en s'arrêtant le plus longtemps possible après ses concurrents directs. Eh bien, Sergio Pérez a pu ressortir 4e. Et cette 4e place, elle est très importante. Oui, il n'est pas sur le podium, mais ça reste que pour le championnat constructeur, ça fait marquer des très très gros points à Red Bull. On le verra par la suite. Et puis voilà, oui, la stratégie était bonne, mais il fallait avoir du rythme pour pouvoir réaliser cette stratégie-là. Et le pilote mexicain a répondu présent. Une très belle performance de Red Bull globalement. C'est top de voir que sur des week-ends où Mercedes est en difficulté, eh bien Red Bull en profite, saisit l'opportunité et marque de très gros points. Alors, petit point bonus concernant la réalisation de cette course. Il y a quand même un fait qui est marquant, c'est la sortie de Vettel des pits alors qu'il y avait Gasly et Hamilton en embuscade. Et puis d'un coup, on se retrouve avec un super ralenti de Lance Stroll dans la chicane de la piscine. Tout le monde a pesté là-dessus. Alors, grâce à F1 TV Pro, j'ai pu re-regarder l'action après coup. Elle a même été publiée sur les réseaux sociaux. C'était une passe d'armes impressionnante, une des seules de la course d'ailleurs. Et malheureusement, le réalisateur a choisi de couper cette séquence-ci. Alors on a eu les détails un peu par la suite. En fait, la Formule 1 s'occupe de la réalisation de la plupart des Grands Prix, mais sur certaines étapes, il y a quelques traditions qui font en sorte que ce sont les télévisions locales qui s'en occupent. Et en l'occurrence, ce Grand Prix de Monaco a été réalisé par la chaîne française TMC, l'A10 pour les Français qui me suivent. Et donc voilà, c'est TMC qui choisit l'emplacement des caméras, qui choisit les angles et qui choisit le flux en streaming qui est ensuite diffusé à toutes les télés mondiales qui ont les droits pour la Formule 1. Donc c'est assez exceptionnel, c'est une équipe technique qui ne fait qu'un seul Grand Prix par an. On peut comprendre un peu le manque d'expérience, mais ça n'empêche que c'est un peu problématique quand on sait que c'est un Grand Prix qui manque un peu de spectacle et c'est typiquement ce genre d'action que le spectateur veut voir, et là on l'a loupé. Alors mention honorable quand même pour le superbe ralenti de Pierre Gasly contre la bande, toujours dans la chicane dans la chicane de la piscine, pardon. Et donc voilà. Après, est-ce que la F1 devrait garder le contrôle pour la réalisation de tous ces Grands Prix? Peut-être, ça ferait peut-être plus de sens. Parce que là, c'est vrai qu'on a manqué un petit peu de spectacle avec cette réalisation. Donc c'est pas la faute de la F1, c'est la faute de l'équipe de TMC, c'est tout ce que je voulais préciser. Enfin, deuxième point bonus, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est la prestation magistrale de Théo Pourchaire lors de la course principale de F2. Théo Pourchaire qui a décroché la pole position et qui a mené une course d'anthologie, simple, réfléchie, intelligente. Et donc il s'est offert sa première victoire en Formule 2 à Monaco. Ça rappelle quelques souvenirs d'Antoine Hubert qui avait fait la même chose il y a 2 ans. Mais donc voilà, le Français qui a été impressionnant pour son âge. Alors, je rappelle qu'il n'a que 17 ans, mais c'est le futur espoir de la France en sport auto et surtout dans la catégorie Rennes qui est la Formule 1. Donc bravo Théo, continue comme ça, on te supporte pour la suite. Alors, au niveau des championnats, que ce soit pilote ou constructeur, on a un changement dans la hiérarchie. On commence par le classement des pilotes, puisque Max Verstappen s'empare de la tête du championnat pour la première fois de la saison et pour la première fois de sa carrière. Il a actuellement 105 points contre 101 pour son rival direct Lewis Hamilton. Super début de saison pour le pilote Red Bull. Ça ne fait que 5 courses, mais c'est déjà très passionnant et on sent que ça va être serré jusqu'au bout. Ensuite, Norris qui prend la 3e place grâce à son podium et grâce à l'abandon de Valtteri Bottas. Il mène donc le pilote finlandais de 56 points face à 47. Une très belle performance du pilote McLaren. Et enfin, à noter, premier point de la saison pour Giovinazzi, lui qui a terminé 10e lors de cette course. C'est top pour lui, on sent qu'il performe en ce moment. Giovinazzi, il faut le surveiller, il va nous faire du bon job pour la suite.
Globalement, pour le championnat constructeur, voici ce que ça donne après le Grand Prix de Monaco. On a Red Bull qui passe en tête avec 149 points, une unité de plus que Mercedes qui est à 148 points. Ensuite, on a McLaren qui mène avec 80 points, 2 points de plus que Ferrari. Ensuite, on retrouve Aston Martin avec 19 points, suivi par AlphaTauri avec 18 points, suivi par Alpine Renault avec 17 points. Une lutte très serrée dans le midfield. Et enfin, on a Alfa Romeo avec 1 point et Williams et Haas avec 0 point. Globalement, après ce Grand Prix de Monaco, il y a quand même une tendance qui se dégage dans ce championnat constructeur, c'est que cette fois, on a 4 vitesses. Autant par le passé, on avait tendance à dire, il y a 2-3 écuries qui se battent pour la tête, ensuite on a le midfield et ensuite on a les backmarkers. Cette année, c'est un peu différent puisque le midfield est découpé en deux. On a toujours les écuries de pointe, à savoir Red Bull et Mercedes. Mais le midfield est ensuite découpé. On a Ferrari et McLaren, qui sont quand même deux rivaux historiques, qui se battent juste derrière les top teams. Et ensuite, un petit peu plus loin, mais quand même beaucoup plus loin, on a la deuxième partie du midfield avec Aston Martin, Alpine et AlphaTauri. Donc c'est assez intéressant de voir ça, et on a quand même toujours les backmarkers avec Alfa Romeo et Haas. Mais donc voilà, ça nous fait différentes petites rivalités à surveiller sur la piste, puisque tout le monde ne se bat pas pour les mêmes choses. Et donc voilà, ça reste intéressant. Dans l'idéal, ce serait d'avoir un championnat homogène, mais ce n'est pas dans l'ADN de la F1. Et donc on se contente de ce que l'on a, et on a quand même des batailles sur la piste, et ça, c'est top à regarder. Et bien c'est tout pour cette vidéo sur le Grand Prix de Monaco. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Vous savez à quel point ça fait plaisir pour cette chaîne naissante. Et puis voilà, je m'excuse, j'ai pas pu faire de vidéo pour le Grand Prix d'Espagne. J'ai manqué un petit peu de temps, puis ça aurait pas fait de sens de la sortir une semaine après. Surtout qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur cette course. Puis voilà, c'est un petit peu tout. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Grand Prix qui aura lieu à Bakou en Azerbaïdjan. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Ciao!